Ma mère a dit froidement, fais tes valises. Ta sœur a besoin de la plus grande chambre. Mon père, Monsieur Dubois, a jeté mes clés de voiture par terre et a ajouté, tu continueras à payer le loyer et les charges. C'est juste. Personne n'a de passe-droit. Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes valises tranquillement et je suis parti. Une semaine plus tard. Il me suppliait de revenir. Je m'appelle Chloé. J'ai 24 ans. Et la semaine dernière, mes parents m'ont mis à la porte de la maison, mais s'attendaient toujours à ce que je continue de payer leurs factures. Aucune alerte, aucune réunion de famille, juste un verdict lâché après le dîner comme une sentence. Tout a commencé parce que j'ai finalement dit non. J'ai refusé de virer plus d'argent pour le nouveau semestre de ma sœur, Manon, alors que mon propre compte d'épargne était à bout de souffle. Et ce petit mot, non, a suffi à bouleverser ma vie. La dispute a rapidement dégénéré. Les voix se sont élevées, les chaises ont grincé, et soudain je n'étais plus leur fille. J'étais juste le distributeur automatique sur pattes qui osait mal fonctionner. Mon père, Monsieur Dubois, a claqué, pointant du doigt ma chambre comme si elle était déjà vacante. Ma mère n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste croisé les bras. Toujours le loyer et les charges parce que, c'est seulement juste. Juste. Comme si l'équité avait jamais fait partie de cet arrangement. J'aurais pu supplier. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, j'ai ravalé chaque mot qui me brûlait la langue, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à plier ma vie dans des boîtes en carton. À chaque tiroir que je vidais, la colère se transformait en quelque chose de plus froid, de plus aigu. S'ils voulaient que je parte, mais voulaient toujours mon argent, exactement ce qu'ils demandaient. Et ensuite, je leur montrerai ce qu'il en coûte réellement de traiter quelqu'un comme un chèque de paie sur pattes. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que j'ai franchi cette porte, et comment cette seule décision a bouleversé le monde de toute ma famille, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Cette première nuit, je me suis écrasé sur le canapé grumeleux d'une vieille amie, Sophie, fixant la tache d'eau sur son plafond tandis que mon cerveau rejouait chaque mot que mes parents m'avaient jeté. Je n'arrêtais pas d'entendre cette seule phrase en boucle, tu continueras à payer le loyer et les charges. C'est juste. Juste. J'avais passé des années à transférer de l'argent chez moi depuis mon travail de marketing à Paris, jonglant avec des campagnes le jour et des petits boulots la nuit juste pour maintenir tout le monde à flot. Et reniflement d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours l'égoïste pour avoir finalement dit non. Le sommeil n'est jamais vraiment venu. C'était plus comme une série de clignements anxieux jusqu'au matin. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. S'ils me voyaient comme un flux incessant de virements automatiques, alors couper ce flux était le seul moyen de leur faire ressentir ce que j'avais enduré en silence. Ce n'était pas de la vengeance par cruauté. Il s'agissait d'équilibre, de conséquences. Néanmoins, ma poitrine s'est serrée alors que j'enfilais le jean d'hier, que je remerciais mon ami pour l'hospitalité de Fort et que je sortais de la ville. J'ai marché jusqu'au petit café où j'allais toujours réfléchir, le seul endroit qui me semblait être un terrain neutre entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. La cloche au-dessus de la porte a sonné quand je suis entré, et une voix familière a appelé derrière le comptoir. Nuit difficile? C'était Hugo, le barista qui m'avait vu surmonter les délais et les dépressions avec rien d'autre que du café et de l'entêtement. Je me suis glissé à ma place habituelle dans le coin pendant qu'il m'apportait ma boisson sans que je le demande. On dirait que quelqu'un vient de te reprendre ton âme, a-t-il dit, s'asseyant sur la chaise en face de moi lorsque l'affluence matinale s'est calmée. Ils m'ont mise à la porte, ai-je dit platement. Ils m'ont dit de faire mes affaires pour que ma sœur puisse avoir ma chambre. Et ensuite ils m'ont rappelé que je devrais toujours payer leur loyer et les charges parce qu'apparemment je suis la seule à ne pas avoir de passe-droit. J'ai laissé échapper un rire sans joie. Tout ça parce que je refuse d'envoyer plus d'argent pour les frais de scolarité quand mes économies ne tiennent qu'à un fil. Les mots avaient un goût amer en sortant, mais les dire à voix haute rendait l'absurdité presque surréaliste. L'expression de Hugo s'est durcie pendant qu'il écoutait. « Laisse-moi bien comprendre », a-t-il dit lentement. « Ils te mettent à la porte, mais ils s'attendent toujours à ce que tu continues de financer la maison. Ce n'est pas une famille. C'est un service d'abonnement avec chantage émotionnel inclus. » Il s'est penché en avant, les coudes sur la table.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer de payer et prétendre que c'est normal? J'ai regardé mon téléphone, l'application bancaire brillant comme un secret coupable. Je ne sais pas, ai-je admis, bien qu'une voix perçante à l'intérieur de moi me chuchotait que je le savais. Je me suis souvenu de toutes les nuits tardives où je sautais le dîner pour pouvoir envoyer 92 € supplémentaires à la maison, anciennement 100 $. De refuser une promotion parce qu'elle exigeait un déménagement auquel il disait ne pas être prêt. De rembourser discrètement une facture de carte de crédit qui n'était même pas la mienne. Pendant des années, j'avais traité leurs urgences comme si elles étaient ma responsabilité. Si j'arrête, ils vont couler, ai-je ajouté doucement. Mais si je ne le fais pas, c'est moi qui vais couler. Hugo n'a pas bronché. Peut-être qu'il est temps qu'ils apprennent à nager, a-t-il dit. Tu ne peux pas te mettre en feu pour garder tout le monde au chaud éternellement. À un moment donné, tu dois te demander qui ferait réellement la même chose pour toi. Ces mots ont été comme un coup de poing et un câlin à la fois. Je me suis imaginé à 40 ans, vivant toujours de chèque de paie en chèque de paie parce que chaque augmentation, chaque prime, chaque petite avancée disparaissait dans la crise de quelqu'un d'autre. Le café s'est estompé dans un léger bourdonnement alors qu'une autre version de ma vie défilait devant mes yeux. Une version où je n'étais jamais parti, où je n'avais jamais dit non, où je n'avais jamais tracé de ligne. Dans cette version, j'étais toujours dans la même chambre, virant toujours de l'argent chaque mois, m'excusant toujours de ne pas être suffisante. Cette pensée m'a tordu l'estomac. Parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre la valeur de quelque chose est quand cela disparaît. J'ai ouvert notre discussion de groupe familial et j'ai commencé à taper. À partir d'aujourd'hui, je n'enverrai plus d'argent pour le loyer, les charges, ou les frais de scolarité. J'ai besoin de donner la priorité à ma propre vie et à mon avenir. J'espère que vous comprendrez. Mais même si ce n'est pas le cas, cette décision est définitive. Mon pouce est resté au-dessus du bouton d'envoi tandis que mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Si tu n'appuies pas sur envoyer, murmura Hugo. Ils ne te prendront jamais au sérieux, et tu ne te pardonneras jamais d'avoir reculé. J'ai pris une inspiration, j'ai imaginé la vie que je voulais réellement, un qui ne saignait pas, un avenir qui m'appartenait et j'ai appuyé sur envoyer. Pendant une minute entière, rien ne s'est passé. Pas de bulle de frappe, pas d'explosion instantanée. Le silence était presque plus fort que la dispute que nous avions eue. Puis mon téléphone s'est illuminé avec une seule réponse. Nous en parlerons plus tard. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste une promesse de pression supplémentaire. J'ai verrouillé mon écran et j'ai regardé Hugo. J'ai besoin de trouver mon propre endroit, ai-je dit, les mots sortant plus fermement que je ne me sentais. Il a hoché la tête. Bien. Laisse-les sentir ce qu'est la vie sans ton argent, pour une fois. Je ne le savais pas encore, mais ce message était le premier domino. Plus tard, arrivait, et il allait nous frapper tous plus fort que je ne l'imaginais. Une semaine plus tard, je me tenais au milieu d'un minuscule appartement d'une chambre dans le quartier latin, anciennement Queens, entouré de meubles dépareillés provenant de petites annonces en ligne et de cartons à moitié déballés. L'endroit sentait la peinture fraîche et les vieux tuyaux. Mais il était à moi. Pas de pas au-dessus de ma chambre. Pas de coup à la porte me demandant si j'avais déjà envoyé le virement. Pas d'enveloppe avec des tampons rouges, en retard, qui ne m'étaient même pas adressés. Juste des murs nus, un canapé affaissé, et le faible bourdonnement du trafic à l'extérieur de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, mon chèque de paie allait uniquement à ma vie, le loyer, l'épicerie, un transfert d'épargne modeste qui me rendait irrationnellement fier. Mais le silence était brutal. Il ne me semblait pas paisible. Il me semblait être une punition. Chez mes parents, il y avait toujours du bruit. La télévision hurlant, les portes claquant, quelqu'un se disputant à propos de quelque chose. Ici, chaque son venait de moi, le clic de mon ordinateur portable, la bouilloire sifflant sur la cuisinière, le grincement du plancher quand je faisais les mêmes 5 pas d'avant en arrière. Une nuit, incapable de dormir, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures que j'avais jetée dans un carton de déménagement sans réfléchir. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires pliés, des reçus froissés et des notes griffonnées où j'avais essayé de suivre les paiements au fil des ans. Je me suis assise en tailleur sur le sol, les étalant comme des pièces de puzzle, dépôt de frais de scolarité, paiement de charges, une facture d'hôpital surprise, épicerie pendant les mises à pied,
ligne après ligne de mon nom à côté de leurs urgences. Personne ne m'a jamais demandé quel effet ces retraits avaient de mon côté. Personne n'a jamais appelé pendant mes propres semaines difficiles, à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. La culpabilité et la colère se sont entremêlées dans ma poitrine jusqu'à ce qu'il devienne difficile de respirer. J'ai pris mon téléphone sans vraiment savoir ce que je voulais dire et j'ai ouvert une discussion que j'évitais, celle de ma sœur. Le dernier message là-bas était un mème décontracté datant de plusieurs mois, avant que tout n'explose. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Finalement. Comment ça va? Elle a répondu plus vite que je ne m'y attendais. Honnêtement, je panique. Ils sont en panique à propos de l'argent. L'aide financière dit que les frais de scolarité sont en retard. Je ne sais pas quoi faire. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte que mes parents m'avaient lancée. Pendant une seconde, j'ai failli ouvrir mon application bancaire par réflexe. Presque. Au lieu de cela, j'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et j'ai fixé le plafond, écoutant le radiateur siffler comme s'il me jugeait. Un autre message est arrivé. Il n'arrête pas de dire que tu vas te ressaisir, que tu fais juste des caprices, est-ce le cas? Cette question a tranché plus profondément qu'elle ne le réalisait. J'ai pensé à tous les examens qu'elle avait étudiés pendant que je faisais des heures supplémentaires. À tous les manuels scolaires que j'avais achetés au lieu de mettre à niveau mon ordinateur portable moribond. À toutes les fois où j'avais dit sans m'inquiéter, je m'en occupe, tout en priant silencieusement pour que ma carte ne soit pas refusée. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot comme s'il pouvait exploser. Je ne fais pas de caprices, ai-je écrit. J'en ai assez d'être la seule à agir comme un adulte. Je suis allé. Pour perdre. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de l'envoyer. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, je n'avais pas réalisé à quel point tu portais un fardeau. Ils ne m'ont jamais montré les chiffres. Je pensais juste que tu allais bien. J'ai exhalé un rire qui n'en était pas vraiment un. Je n'allais pas bien, ai-je répondu. J'étais juste devenu très doué pour faire semblant. Puis, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai ajouté, ils m'ont fait sentir comme une méchante pour avoir finalement dit non. Penses-tu que j'ai tort? C'était une question risquée, mais j'avais besoin de savoir si quelqu'un dans cette maison pouvait voir mon point de vue. Il y a eu une pause plus longue cette fois. Lorsque sa réponse est finalement arrivée, elle était hésitante mais honnête. Je ne pense pas que tu aies tort, a-t-elle écrit. Je déteste juste être coincé au milieu. J'ai peur, Chloé. Ma gorge s'est serrée. Pour un instant, je nous ai vus enfants partageant un petit lit pendant une panne de courant, promettant que nous serions toujours dans la même équipe. Quelque part en chemin, l'équipe s'était transformée en dépendance, et personne ne m'avait dit que les règles avaient changé. Continué à discuter un moment de ses cours, de mon nouvel appartement, de sa recherche d'emploi à temps partiel. Mais lorsque la conversation a pris fin, le calme est revenu, plus lourd qu'avant. Je me suis allongé sur le dos sur le sol, entouré des preuves de tout ce que j'avais payé, et j'ai réalisé quelque chose de troublant. Je ne me battais pas seulement contre mes parents. Je me battais contre la version de moi-même qu'ils avaient construite. Une version qui croyait que la souffrance et le silence étaient la définition de l'amour. Si jamais vous vous êtes choisi et que vous avez ensuite passé des nuits à vous demander si cela faisait de vous le méchant, vous savez exactement ce que l'on ressent dans ce silence. Avez-vous déjà été culpabilisé d'avoir finalement posé une limite avec quelqu'un que vous aimez? Quelques jours après cette conversation tardive, ma sœur a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne. Quelque part, pas à la maison, a-t-elle ajouté. Cela seulement disait assez sur la façon dont les choses se passaient à la maison. Nous nous sommes mis d'accord sur un parc à mi-chemin entre mon appartement et le parc Montsouris, anciennement le parc du quartier, une étendue d'herbe inégale et de bancs tordus encadrés par de hauts immeubles et le faible rugissement de... Je suis arrivé tôt et je me suis assise sur un banc avec un café à emporter, regardant les enfants se courir après près des balançoires tandis que les promeneurs de chiens passaient en traînant des laisses emmêlées. Mon esprit tournait déjà autour des versions possibles de cette conversation. Allait-elle me supplier de revenir? Me culpabiliser pour que je paie? Me couper complètement les ponts pour avoir abandonné la famille? J'avais des réponses prêtes pour chaque scénario, mais mes mains tremblaient toujours autour de la tasse.
reniflement quand elle est arrivée, elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si le stress l'avait repliée sur elle, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en un chignon désordonné, un sac à dos jeté sur une épaule, rempli de manuels. Un mot. Et pendant un de jeu en silence. Or, a-t-elle fini, forçant un rire qui s'élevait au milieu. Tu l'as vraiment fait. Ton propre appartement. Plus de drame familial dans ta chambre. J'ai regardé, essayant de décrypter son ton. Il y avait de l'envie là, bien sûr, mais aussi quelque chose comme du ressentiment et de la peur entremêlés. Je l'ai vraiment fait, ai-je répondu. Et le drame n'est pas resté dans la maison. Il a juste trouvé mon téléphone à la place. J'ai essayé de faire passer ça pour une blague, mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas le cas. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. À quel point est-ce grave? Elle a mordu sa lèvre, évitant mes yeux. Il panique, a-t-elle admis. Pour nous. Maman pleure beaucoup et le bureau des frais de scolarité a appelé 2 fois. Sa voix a baissé sur le dernier mot. La culpabilité s'est agitée dans mon ventre, mais je me suis forcé à ne pas broncher. Et qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé doucement. Ne répète pas leurs phrases. Dis-moi ce que tu penses réellement. Elle a tiré sur le fil effiloché de sa manche. Je pense que je n'avais pas réalisé à quel point tu payais, a-t-elle dit. Il parlait toujours comme si c'était de l'argent de famille, comme si nous nous sacrifions tous, mais j'ai commencé à voir les relevés et c'est surtout ton nom, ton revenu, tes heures supplémentaires. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Je pense qu'ils se sont appuyés sur toi parce que tu les as laissés faire et parce que c'était plus facile que de réparer leur propre gâchis. Ces mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. Je me suis souvenu d'une autre nuit d'il y a des années, un flashback qui se rejouait dans ma tête comme un film inséré dans le présent. J'avais 21 ans, debout dans la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, transférant une partie de mon premier chèque de paie à temps plein pour couvrir un paiement hypothécaire qui nous manquait un peu. Mon père avait tapoté mon épaule et m'avait appelé « une bonne fille ». Ma mère avait dit « tu es une telle bénédiction. Tu comprendras quand tu auras des enfants ». Personne n'avait demandé ce que je voulais faire de ce chèque. De retour sur le banc du parc, la voix de ma sœur m'a ramené. Mais je pense aussi, a-t-elle continué, que c'est mon avenir qui est en jeu en ce moment. Si les frais de scolarité ne sont pas payés, je pourrais perdre ma place. Et je déteste même de dire ça parce que je sais à quel point c'est foiré, mais j'ai besoin de toi. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Et c'était ça. Le bras de fer entre la compréhension et le désespoir. La colère a éclaté en moi. Pas contre elle, mais contre le système dont nous avions grandi. C'est ça le problème, ai-je dit. Ils t'ont appris à avoir besoin de moi au lieu de t'apprendre à te débrouiller seul. Ils m'ont fait la même chose. La différence, c'est que j'ai eu plus d'années pour désapprendre ça. J'ai dégluti difficilement. Je t'aime. Je veux que tu réussisses. Mais je ne peux pas redevenir le seul filet de sécurité pendant qu'il continue de dépenser comme si de rien n'était. Alors quoi? Je laisse tomber mes études, a-t-elle claqué, la peur brute dans sa voix se transformant en colère. Des têtes se sont tournées à proximité et elle a baissé la voix à nouveau. Tu es parti. Tu as pu choisir. Je suis coincé. Tu n'es pas coincé, ai-je répliqué, même si je sentais piégé. Peut-être même changer d'école plus tard si tu le dois. Aucune de ces options n'est facile, mais elles existent. L'option où je sacrifie mon avenir pour que tout le monde se sente à l'aise. J'ai secoué la tête. Celle-là est partie. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes, la mâchoire serrée. Papa dit que tu les punis, a-t-elle murmuré. Que tu fais ça pour te venger d'eux pour t'avoir poussé toute ta vie, est-ce le cas? J'ai pensé à la nuit où j'ai fait mes cartons pendant qu'ils regardaient la télévision dans le salon, sans proposer d'aider. J'ai pensé aux messages que j'avais envoyés depuis le café, à la façon dont la voix de ma mère était devenue froide quand elle avait réalisé que je ne bluffais pas. Une partie de moi voulait dire non, revendiquer la supériorité morale. Au lieu de cela, j'ai opté pour la vérité.
Je me protège, ai-je dit. Si cela leur semble être une punition, peut-être que c'est parce qu'ils ressentent enfin les conséquences de leur choix. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Les sons du parc nous ont de nouveau envahis. Des enfants qui crient, un chien qui aboie, la musique lointaine de quelqu'un. Finalement, elle a dit, je déteste ça. Je déteste qu'il nous ait mis dans cette position. Je déteste être en colère contre eux et en colère contre toi en même temps. Elle a essuyé ses yeux. Mais je déteste aussi qui tu étais avant. Je pouvais voir à quel point tu étais fatigué. Je ne savais juste pas comment aider. Tu aides maintenant, lui ai-je dit. En le voyant, en ne prétendant pas que tout allait bien. J'ai pris une inspiration. Écoute, je ne peux plus tout payer. Ça n'arrivera pas. Mais je peux t'aider à chercher des bourses, des petits boulots, tout ce qui te rend moins dépendante de moi. À long terme, ça vaut plus qu'un autre virement. Elle a hoché la tête lentement, toujours incertaine, mais sans se refermer. D'accord, a-t-elle murmuré. Je vais essayer. Disparais juste pas, d'accord? Même si tu disparais pour eux. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Mais nous avons fini de jouer selon leurs règles. Alors que nous sortions du parc ensemble, j'ai réalisé que notre relation avait changé. Nous n'étions plus une héroïne et une dépendante. Nous étions deux personnes debout dans les décombres des choix de nos parents, essayant de construire quelque chose de plus sain à partir de zéro. L'invitation est venue sous la forme d'un message de ma mère. Peux-tu venir dîner dimanche? Nous devons parler. Pas d'émoji, pas de mots supplémentaires, juste ça. Si c'était arrivé quelques mois plus tôt, j'aurais paniqué et immédiatement proposé d'envoyer de l'argent à la place, espérant acheter ma sortie de tout conflit qui se préparait. Maintenant, j'ai fixé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé « Je peux venir, mais je ne discuterai pas de revenir à la situation antérieure ». Elle a répondu par un simple « compris », ce qui, d'une certaine manière, m'a rendu plus nerveuse que si elle avait envoyé un mur de culpabilité. Le dimanche soir, j'ai marché sur le chemin familier vers la maison qui ne me semblait plus être la mienne. La pelouse était envahie, un petit détail qui n'aurait pas existé lorsque j'y vivais encore. J'avais l'habitude de la tondre le week-end entre mes quarts de travail. La peinture de la balustrade du porche s'écaillait. Une pile de courriers non ouverts était posée de travers dans la boîte près de la porte, de petits signes de négligence qui ne venaient pas de la paresse, mais de la distraction et du stress. Quand je suis entré, l'odeur de la cuisine de ma mère m'a enveloppé, chaleureuse et nostalgique. Pendant une seconde, je me suis presque autorisé à m'y enfoncer. Puis j'ai remarqué les factures impayées étalées sur la table basse, la tension dans l'air si épaisse qu'elle aurait pu être un autre meuble. Mon père, Monsieur Dubois, était assis dans sa chaise habituelle, les yeux fixés sur la télévision mais ne regardant pas vraiment. Il a coupé le son quand il m'a vu. « Tu es venu ?» a-t-il dit comme s'il n'était pas sûr que je le ferais. J'ai dit que je viendrais, ai-je répondu, accrochant mon manteau avec soin, comme si un mauvais mère a émergé de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Son sourire était tendu. « Le dîner est presque prêt, a-t-elle dit. Asseyons-nous. Nous avons mangé en silence presque complet au début, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes remplissant la pièce. Cela ressemblait à un dîner si l'on ignorait la pile de documents au bout de la table, relevés bancaires, avis de retard, lettres de l'université. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. Ta mère et moi avons parlé, a-t-il commencé, ce qui était ironique, car parler était la seule chose que nous avions évitée pendant des années. De quoi, ai-je demandé, même si la réponse se trouvait entre nous sous forme papier. Dit, gesticulant vaguement. La maison, les factures, les frais de scolarité. Les choses sont devenues plus difficiles depuis que tu es parti. Il l'a dit comme un bulletin météorologique, comme si la tempête financière était arrivée de nulle part et non après des années à vivre au-dessus de leurs moyens et à compter sur moi pour colmater les brèches. Ma mère est intervenue. Nous n'avions pas réalisé à quel point tu couvrais. Nous pensions que nous gérions ensemble, mais maintenant l'hypothèque est en retard, et l'école menace d'exclure ta sœur de ses cours si les paiements ne sont pas rattrapés. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Nous avons peur, Chloé. Pour un instant, je les ai juste regardés.
Les personnes qui m'avaient dit de faire mes valises comme si j'étais jetable me demandaient maintenant de l'aide, moi, la fille qu'ils avaient traitée comme une ligne dans leur budget. Et pourtant, en voyant les mains de ma mère trembler lorsqu'elle attrapait une facture, en voyant le gris léger au temple de mon père que je n'avais pas remarqué auparavant, je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me sentais fatigué. Tellement fatigué. Je ne suis pas surprise que les choses soient difficiles, ai-je dit calmement. J'envoyais à la maison plus de la moitié de mon revenu. Bien sûr, vous l'avez senti quand ça s'est arrêté. J'ai tapoté légèrement l'enveloppe la plus proche. Cela allait toujours arriver. La seule différence, c'est qu'avant, cela m'aurait frappé moi au lieu de vous. Mon père s'est raidi. Nous ne disons pas que tu dois tout faire, a-t-il protesté, bien que ce soit exactement ce qu'ils attendaient depuis des années. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide, d'un pont jusqu'à ce que nous trouvions des solutions. Tu vas bien maintenant. Tu as ton propre appartement, ta carrière. J'ai mon propre appartement parce que j'ai mis bout à bout tout ce que j'avais, ai-je coupé. Je vais bien parce que j'ai cessé de vider mon argent dans une maison où je n'étais même pas. Histoire comme si je vous avais abandonné depuis une position confortable. Vous m'avez poussé dehors et avez essayé de garder mon portefeuille. Silence est tombé dans la pièce. Ma mère a dégluti difficilement. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle admis doucement. Nous avons été injustes. Nous avons profité de ta responsabilité. Nous nous sommes dit que c'était pour la famille, pour l'avenir de ta sœur. Mais nous n'avons jamais demandé ce que cela faisait au tien. Pour cela, je suis désolé. Les excuses sont arrivées maladroitement, tardivement, imparfaitement, mais suffisamment réelles pour que je sente quelque chose se relâcher dans ma poitrine. J'apprécie que vous disiez cela, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas à envoyer des milliers d'euros, anciennement dollars, chaque mois pour que tout le monde puisse éviter de faire des choix difficiles. Alors, que dis-tu, a demandé mon père, la frustration rampant à nouveau. Tu vas juste nous regarder tout perdre ? Regarder ta sœur se faire expulser de l'école ? Sa voix s'est élevée, la tactique de culpabilisation familière se remettant en place comme un gant usé. Je dis que je vais aider d'une manière qui ne me détruit pas, ai-je répondu. Je vais m'asseoir avec vous et parcourir votre budget. Je vais vous à examiner les plans de paiement, les bourses, tout. Je vais même contribuer de l'argent s'il y a un plan clair qui ne repose pas sur moi comme unique pourvoyeuse. La maison et l'air bien de l'extérieur. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a regardé entre nous, puis a poussé la pile de factures vers moi. Montre-nous, a-t-elle dit doucement. Montre-nous ce que ça fait de faire ça sans s'appuyer sur toi pour tout. Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi quelque chose de nouveau. Peut-être un respect à contre-cœur, ou du moins la reconnaissance que je savais de quoi je parlais. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les chiffres. C'était brutal. Des abonnements qu'il n'utilisait pas. Des plats à emporter qu'il ne pouvait plus. Mon père s'est hérissé chaque fois que j'ai suggéré de couper quelque chose, mais il n'est pas parti. Ma mère a pris des notes, des larmes coulant sur ses joues quand elle a vu noir sur blanc ce qu'il prétendait ne pas voir. Au moment où je me suis levé pour partir, nous avions un plan approximatif. Il vendrait la voiture et prendrait quelque chose de moins cher. Mon père chercherait des quarts de travail le week-end. Ma mère prendrait des heures supplémentaires. Je couvrirais une facture de charge en retard et aiderais ma sœur à demander une aide d'urgence et des bourses. Mais seulement ces choses et seulement une fois. Plus de virements sans fin. Plus d'obligations tacites. Une aide réelle avec des limites réelles. À reniflement la porte, mon père a hésité, puis a dit, « Tu es différente ». Ce n'était pas une accusation cette fois, plus une observation. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a plus peur de nous. J'ai peur, ai-je admis, main sur la porte. Mais j'ai plus peur de me réveiller dans 10 ans et de réaliser que j'ai laissé ma vie disparaître dans des factures qui n'étaient pas les miennes. Je l'ai regardé. Vous m'avez élevé pour être responsable. C'est à cela que ressemble la responsabilité maintenant. Dans le train du retour, j'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre, les lumières de la ville s'étirant sur le verre.
Je ne me sentais pas comme la méchante qu'ils avaient peinte. Je me sentais comme quelqu'un qui avait finalement quitté un rôle pour lequel elle n'avait jamais auditionné. Stille, une voix douce me tracassait. Était-ce suffisant? Avais-je fait la bonne chose? Si vous étiez à ma place, auriez-vous payé ces factures pour maintenir la paix? Ou auriez-vous tracé la même ligne et regardé les retombées? Après ce dîner, quelque chose en moi a changé pour de bon. Il ne s'agissait plus seulement de dire « non ». Il s'agissait d'apprendre à construire une vie où ma réponse par défaut n'aurait pas à être « je ne peux pas ». Ma famille a besoin de l'argent. Tracer des limites était une chose. S'assurer d'avoir la force et la stabilité de les maintenir en était une autre. Hugo a été le premier à mentionner Victor. C'est un conseiller financier qui vient parfois ici, a-t-il dit un après-midi tranquille au café, essuyant le comptoir. Il aide les gens à remettre de l'ordre dans leur vie après des années de gestion des dégâts. Cela ressemble à toute ta biographie. Reniflement, il m'a lancé un regard mi-moqueur, mi-sérieux. Tu devrais lui parler. Une partie de moi s'est hérissée à l'idée d'avoir besoin d'aide. J'avais géré les crises des autres pendant si longtemps que demander conseil pour moi-même me semblait presque un échec. Mais plus j'approfondissais les papiers de mes parents et les miens, plus je réalisais à quel point j'improvisais. Je savais comment étirer un chèque de paie, pas comment le faire fructifier. Alors quand Hugo nous a présenté un matin, j'ai ravalé ma fierté et je me suis assise avec Victor à une table de coin. « Dis-moi ce que tu veux », a dit Victor. Carnet ouvert, stylo prêt. Il n'a pas commencé par les chiffres. Il a commencé par moi. Pas ce que tu penses devoir vouloir. Ce que tu veux réellement. La question m'a prise au dépourvu. Je veux de l'espace pour respirer, ai-je dit lentement. Un fonds d'urgence qui n'est pas constamment en feu. Un avenir qui ne dépend pas de si quelqu'un d'autre décide d'avoir besoin de moi ce mois-là. Je veux pouvoir aider les gens parce que je choisis de le faire, pas parce que je suis acculé, j'ai hésité, puis j'ai ajouté, et je veux arrêter de me sentir coupable chaque fois que je garde 1 € pour moi. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu une version de cela de nombreuses fois auparavant. Première règle, a-t-il dit, ton masque à oxygène est mis en premier. Tu ne peux sauver personne si tu suffoques. Deuxième règle, l'argent sans limite n'est qu'une fuite. Nous allons boucher les trous avant de construire quoi que ce soit de plus grand. Nous avons examiné mes finances en détail douloureux. Chaque chèque de paie, chaque facture, chaque virement que j'avais fait par obligation. Voir tout cela étalé comme ça était brutal. Des années de ma vie réduite à des lignes et des colonnes, une carte de l'endroit où mon énergie était allée. Mais c'était aussi clarifiant. Victor m'a aidé à mettre en place des virements d'épargne automatique, des comptes séparés pour les dépenses fixes et le plaisir, et une structure qui ne s'effondrait pas dès que quelqu'un d'autre avait une urgence. Ta générosité n'est pas le problème, a-t-il dit à un moment donné, levant les yeux de l'ordinateur portable. Le problème est que tu l'as utilisé comme substitut à leur responsabilité. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la complaisance. Le mot piquait, mais il convenait. J'avais permis à tout le monde autour de moi d'éviter de changer parce que changer aurait signifié qu'ils devaient voir ce qu'ils me faisaient. Au travail, le changement dans ma mentalité s'est répercuté sur tout le reste. J'ai commencé à parler davantage lors des réunions, à repousser les délais déraisonnables, à négocier de meilleures conditions de projet au lieu de dire automatiquement oui. Ma patronne l'a remarqué. Tu as changé, a-t-elle fait remarquer un après-midi alors que nous terminions un bilan de campagne. Dans le bon sens. Plus décisive, moins apologétique. Je suppose que j'ai finalement réalisé que personne ne va me donner la vie que je veux, ai-je dit. Je dois la construire moi-même. Elle a souri et a mentionné un nouveau projet de piste de leadership à venir, un qui s'accompagnerait d'une augmentation si je pouvais le gérer. Il y a 1 an, j'aurais peut-être refusé, inquiète de la pression supplémentaire ou de l'impact sur ma disponibilité pour ma famille. Cette fois, j'ai dit, je suis intéressé. Dites-m'en plus. Pendant ce temps, la situation chez mes parents évoluait en arrière-plan comme un lent tremblement de terre. Ils avaient vendu la voiture, pris des quarts de travail supplémentaires et commençaient à s'en tenir à contre-cœur au budget que nous avions esquissé. Il y avait toujours des appels tendus, toujours des moments où mon père glissait et essayait de me culpabiliser pour « juste un autre virement ». Mais je maintenais la ligne. Je peux aider avec des informations, disais-je. Pas avec de l'argent sans fin. Chaque fois que je le répétais,
ça devenait un peu plus facile. Ma sœur, Manon, envoyait des mises à jour du campus. Longue nuit, demande de bourse, heures supplémentaires à son travail à temps partiel. Je suis épuisé, a-t-elle envoyé par texto une fois. Mais ça fait différent maintenant. Comme si je travaillais pour mon avenir, pas en attendant que tu viennes me sauver. Ce message signifiait plus pour moi que n'importe quelle excuse que mes parents avaient offerte. Certaines personnes pensent que la vengeance consiste à regarder quelqu'un brûler. Pour moi, elle a commencé à ressembler davantage à ceci, regarder les personnes qui m'avaient tenu pour acquise faire enfin face aux conséquences de leur choix pendant que je construisais tranquillement une vie où leur chaos ne pouvait pas m'engloutir entièrement. Il ne s'agissait pas de les ruiner. Il s'agissait de refuser de continuer à me ruiner moi-même. Un soir de pluie, alors que je transférais une portion de mon chèque de paie dans un compte d'épargne qui grossissait, j'ai réalisé quelque chose de presque choquant. Je n'étais plus terrifié. Inquiète ? Bien sûr, la vie est chère et imprévisible. Mais la peur constante qui siégeait dans ma poitrine, le sentiment qu'un coup de téléphone pouvait tout détruire ? J'avais vécu avec ça si longtemps. Je n'avais pas remarqué quand cela avait commencé à s'estomper. Victor appelait cela le progrès. Hugo appelait ça « s'épanouir avec des feuilles de calcul ». J'appelais ça la reconquête de ma vie. Une limite et un euro à la fois. Au moment où le printemps est arrivé, mon appartement ne ressemblait plus à un refuge de fortune. Il ressemblait à une vie. Des plantes que je n'avais pas encore tuées bordaient le rebord de la fenêtre. Des impressions d'artistes locaux couvraient les murs. Mon petit bureau dans le coin était devenu un véritable espace de travail empilé de notes de campagne et de pense-bêtes au lieu de factures impayées. Il y avait encore des imperfections, des meubles d'occasion, des tasses ébréchées, mais chaque pièce avait été choisie par moi, payée par moi. C'était mérité. Pour célébrer l'obtention du projet de piste de leadership et l'augmentation qui l'accompagnait, j'ai décidé d'organiser une petite réunion. Rien d'extraordinaire, juste quelques collègues, Hugo, et quelques voisins que j'avais appris à connaître. Nous nous sommes serrés dans mon salon avec des contenants de plats à emporter et des verres dépareillés, l'air bourdonnant de rire et de conversation qui se chevauchaient. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit autour de moi ne signifiait pas qu'un drame se préparait. Cela signifiait la communauté. Tu sais que c'est fou, n'est-ce pas? Hugo a dit à un moment donné, appuyé contre le comptoir de la cuisine avec un verre à la main. 6 mois ago, tu dormais sur un canapé, te demandant si tu étais une horrible personne pour avoir finalement dit non. Maintenant, regarde-toi, tu organises des fêtes d'adultes et tu parles de compte de retraite. J'ai roulé des yeux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ne t'emballe pas. Je mange toujours des céréales pour le dîner parfois. Oui, mais ce sont des céréales que tu as achetées pour toi-même, a-t-il rétorqué. Et tu ne vérifies pas ton solde chaque fois que tu glisses ta carte. C'est énorme. Il n'avait pas tort. L'anxiété financière constante était passée d'une sirène hurlante à un faible bourdonnement. J'avais toujours des responsabilités, j'aidais toujours de manière spécifique et limitée quand cela avait du sens, mais je ne me vidais plus de mon sang pour tout le monde. Ma famille s'était ajustée douloureusement et imparfaitement. Mes parents restaient à flot grâce à leurs propres efforts au lieu des miens. Ma sœur s'accrochait à l'école grâce à un ensemble d'aides, de travail, et de sa propre détermination. Ce n'était facile pour aucun de nous, mais pour une fois, le travail difficile était partagé. Plus tard dans la nuit, lorsque la plupart des invités étaient partis et que les derniers plats cliquetèrent dans l'évier, mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai regardé l'écran, m'attendant à un mème d'un collègue ou à un texto de remerciement pour la soirée. Au lieu de cela, j'ai vu le nom de ma mère. Mon estomac s'est serré par habitude, mais j'ai répondu. « Salut », ai-je dit prudemment, m'éloignant dans le couloir plus calme. « Salut, ma chérie. » Sa voix semblait plus petite que dans mon souvenir, usée sur les bords. « Est-ce que je tombe mal ? » J'ai des gens chez moi, mais la plupart d'entre eux partent, ai-je répondu. Que se passe-t-il ? Il y a eu une légère pause. Nous avons reçu un autre avis de la banque, a-t-elle dit. C'est à propos de la maison. Ils examinent notre demande de refinancement, mais ils pourraient ne pas l'approuver. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais si ça ne passe pas, nous pourrions devoir vendre. Ton père le prend très mal. Sa voix tremblait. C'est la maison où tu as grandi.
La maison où nous t'avons ramené. L'idée de la perdre. Ma gorge s'est serrée. Peu importe la douleur qui vivait dans cette maison, elle était toujours tissée dans mon enfance. Fête d'anniversaire, conversation tardive, le sentiment de rentrer de l'école et de laisser tomber mon sac à dos au même endroit près de la porte. L'idée qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre semblait fausse d'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Et je le pensais. Avez-vous parlé à la banque de tous les changements de revenus, des quarts de travail supplémentaires, du budget que nous avons élaboré? Nous l'avons fait, a-t-elle répondu. Ils ont dit que ça aidait, mais que ça pourrait ne pas suffire. Et je sais que nous n'avons pas le droit de te demander quoi que ce soit de plus après tout ce que nous t'avons déjà demandé. Mais... Elle s'est interrompue, puis a forcé les mots à sortir. S'ils disent non, pourrais-tu nous aider avec un dernier paiement juste pour nous donner le temps de trouver autre chose? C'était là. L'appel, la fourche familière dans la route. Dans le silence qui a suivi, j'ai pu entendre des rires étouffés venant de mon salon. Quelqu'un a augmenté légèrement le volume de la musique. Hugo a crié quelque chose à propos du dessert. Deux réalités se pressaient l'une contre l'autre dans ce couloir. La vie que j'étais en train de construire et la vie dont je venais, toutes deux exigeant de la loyauté. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon compte bancaire, mes plans, les objectifs que Victor et moi avions tracés. J'ai aussi imaginé mes parents emballant leurs affaires, un panneau, à vendre, dans la cour, des étrangers vivant dans la chambre dont j'avais été chassé. Il aurait été si facile de céder, de jeter de l'argent sur le problème et de reporter la douleur de quelques mois supplémentaires. Mais c'était le piège. Reporter n'a jamais rien arrangé. Cela ne faisait que retarder l'inévitable et m'épuiser dans le processus. Je ne peux pas sauver la maison, ai-je dit finalement, les mots ayant le goût de la cendre et du soulagement tout à la fois. Je ne suis pas en mesure de payer une autre mensualité hypothécaire, et même si je l'étais, cela ne ferait que retarder ce à quoi vous pourriez devoir faire face de toute façon. Votre père et toi avez besoin d'une maison que vous pouvez réellement vous permettre sans que mes revenus ne la soutiennent. S'accrocher à cet endroit à tout prix n'est pas de l'amour, c'est du déni. Ma mère était silencieuse pendant longtemps. J'ai pu entendre de légers reniflements à travers le téléphone. J'avais peur que tu dises ça, a-t-elle chuchoté. Mais je savais aussi que tu le ferais. Tu as raison. Je déteste ça, mais tu as raison. Je ne vous abandonne pas, ai-je ajouté rapidement. Je vais vous aider à chercher des locations, à calculer les chiffres, à trouver ce qui fonctionne réellement. J'irai même aider à emballer si cela en arrive là. Mais je ne brûlerai pas mon avenir pour maintenir un toit au-dessus de vos têtes que vous ne pouvez pas soutenir. Je peux marcher avec vous à travers ça. Je ne peux juste pas le porter pour vous. Quand nous avons raccroché, ma poitrine me faisait mal, mais je ne ressentais pas ce sentiment écrasant de trahison et de panique que j'avais l'habitude de ressentir. Je me sentais ancré, triste, mais stable. Je suis retourné dans le salon où Hugo m'a tendu une assiette et a haussé un sourcil. Tout va bien? Pas vraiment, ai-je admis. Mais je vais bien, et c'est nouveau. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que je disais. C'est ce qui compte. Alors que la nuit touchait à sa fin et que je verrouillais la porte derrière le dernier invité, je me tenais au milieu de mon salon, entouré des conséquences silencieuses du bon bruit. Verre vide, serviettes éparpillées, le faible écho des rires. Ce silence ne ressemblait en rien à celui qui m'avait écrasé lors de mes premières semaines seules. Celui-ci était mérité, choisi. Mes parents pourraient perdre la maison. Ma sœur pourrait devoir prendre le long chemin pour ses études. Notre famille ne serait jamais la même qu'elle l'était autrefois. Mais peut-être que ce n'était pas une tragédie. Peut-être que c'était la seule façon pour nous tous de grandir. Il m'avait mis à la porte et s'attendait toujours à ce que je paie. En fin de compte, j'ai payé, mais pas avec mon avenir, ma santé mentale, ou mon respect de moi-même. J'ai payé avec de la distance, des choix difficiles et des limites qui ont tenu même lorsque ça faisait mal. Et honnêtement, ce prix en valait la peine. So now I'm curious. Si votre famille vous traitait comme son distributeur automatique personnel, jusqu'où iriez-vous pour briser ce schéma?